Alors, nous accueillons aujourd'hui Anka Petre et Lynn Buffon-Lugoanic. Donc, Anka, je vais te présenter un petit peu, puis après on va poser toutes les questions qu'on a toujours rêvé de poser sur la blockchain et qu'on n'a jamais osé. Moi, j'ai osé et je vais les poser pour vous aujourd'hui, et j'espère que vous allez aussi les poser. N'oublions pas qu'il n'y a jamais de questions stupides. Donc, voilà. Bon, Anka. Tu es docteur en pharmacie, tu as eu, et on le dit, je le dis parce que c'est rare, elle a le bac, mention très bien, félicitations du jury, c'est dans son CV, donc je le dis parce que c'est tellement rare que voilà. Mais c'est pour vous montrer le niveau, hein, donc voilà, mais c'était il y a longtemps, mais je le cite quand même. Donc elle est speaker spécialiste dans la blockchain dans le secteur de la santé. C'est sans doute chez Humanic que tu découvres ton appétence sur ce sujet. Humanic, c'est une plateforme d'inclusion financière qui est basée sur la blockchain et qui permet à des personnes qui n'ont normalement pas accès à un service bancaire d'y avoir accès. Et tu y étais analyste et tu étudiais le potentiel de marché de ce produit dans le secteur de la santé pour les pays en voie de développement. Voilà. Et puis, tu deviens très vite contributrice au site managersanté.com sur évidemment tout ce qui concerne la blockchain. Tu montes ton entreprise, 23 Consulting, qui est une société qui vise à favoriser l'émergence de l'innovation digitale dans la santé, et notamment là, merci. Tu es cofondatrice de MedShake. Je vous invite à écouter ces podcasts. MedShake, donc ce sont donc des podcasts dédiés au leadership féminin dans la santé. Et dans MedShake, ils parlent des femmes leaders de la santé, mais on parle d'elles pour leurs compétences et pas pour leur genre. Voilà, et MedShake va être partenaire de, je peux le dire, oui, Femmes de santé pour la mise en lumière des 13 prochaines femmes de la santé. Voilà. Lynn, donc Lynn, tu es aussi docteur en pharma et tu es titulaire de, non pas un, mais deux MBA, l'un dans la vente et l'autre dans le marketing digital. Tu viens de l'industrie pharma et tu as passé 25 ans chez Bayer Healthcare. Oui, c'est possible. Et donc tu y as été à plein d'endroits, notamment au marketing digital, en tant que chargé d'études aussi, chef de projet e-business, head of market research, business decision partner, digital marketing manager, bref, elle a occupé quand même pas mal de postes là-bas. Et puis tu quittes tout ça pour monter 360 Visions et Perspectives, qui est une structure de conseil en e-santé, mais tu montes aussi une start-up qui est incubée à Euratech à Lille et qui a un projet d'amélioration du parcours de soins du patient diabétique de type 2. Et puis, non contente de ça, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que d'écrire le premier livre en blockchain sur la santé. Blockchain or not blockchain en santé. Elle a amené quelques exemplaires si quelqu'un veut les acheter. Je le précise, car quand on est auteur, on n'a pas beaucoup de bouquins, donc on les vend, hein, parce qu'on les achète. Donc je le dis parce que ça surprend tout le monde, mais voilà. Donc elle peut faire une petite dédicace si vous en avez besoin. C'est un gigantesque panorama, gigantesque, c'est plus d'un an de travail, sur l'utilisation de la blockchain en général, mais aussi et surtout en particulier dans le secteur de la santé. Voici les deux femmes donc, qui sont toutes les deux des femmes de santé. Donc je suis assez fière, je suis même honorée de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on va faire très simple. On a organisé un peu ce chemin pour essayer de vous amener à une conclusion que oui, la blockchain, c'est quand même pas rien. Et on va commencer tout doux, hein, d'abord. Je vais juste demander à toi, Lynn, de nous expliquer un peu ce qu'est la blockchain, un peu comme si on était des élèves de 6e. Ok. Déjà, pour qu'il y ait blockchain, il faut qu'il y ait des échanges numériques. C'est juste la base. Je vais imaginer ça en comparant ça à un grand livre. Un grand livre qui est un grand registre sur lequel il y a différentes pages. Chaque page représente un bloc. Sur chaque bloc, on y inscrit des transactions, on y inscrit des informations, on remplit la page. Et dès que la page est remplie, on demande à l'ensemble des membres du réseau de valider cette page et donc d'obtenir un consensus. Et une fois qu'on a obtenu ce consensus, les données sont figées, les données sont cryptées, les données sont horodatées et rattachées à la page précédente pour en faire véritablement une chaîne de blocs. Et donc un grand livre dans lequel on tourne les pages et sur lequel on retrouve l'ensemble de l'historique
des opérations ou des transactions qui ont pu avoir lieu. Ce qui amène une traçabilité forte de l'information. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que la blockchain garantit l'intégrité de l'information, mais par contre, elle ne garantit pas l'authentification de l'information. C'est-à-dire que si on rentre une donnée fausse, elle restera fausse. Donc, est-ce qu'au niveau technique, tu peux nous préciser un tout petit peu comment ça fonctionne? Alors, pour comprendre en fait comment fonctionne la blockchain, il faut comprendre ce qu'on a aujourd'hui et comment la blockchain elle va fonctionner avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous utilisez tous dans vos différents métiers des logiciels. Ces logiciels, lorsque vous enregistrez des informations dans vos logiciels, les infos vont dans des bases de données. Ces bases de données, elles appartiennent généralement à une société qui héberge des données. Jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Là où ça devient un peu compliqué, c'est que aujourd'hui, vous avez très peu de visibilité sur la façon dont sont gérées ces bases de données, surtout quand ce n'est pas vous qui les hébergez et que c'est hébergé par des sociétés tierces. Vous ne savez pas, par exemple, si ces sociétés peuvent vraiment garantir l'intégrité de vos données. Est-ce que s'il y a des modifications, vous allez le savoir? Est-ce que s'il y a des fuites de données, vous allez le savoir? Finalement, peut-être pas. Mais vous êtes obligé aujourd'hui de faire confiance à ces hébergeurs de données parce que vous n'avez pas le choix. La blockchain, justement, c'est avoir le choix de se dire que, en plus de stocker vos données chez ces hébergeurs, donc ça ne change pas, dans ces bases de données, c'est comme si vous rajoutez un petit logiciel dans les bases de données qui va vous permettre de gagner en visibilité sur tout ce qui se passe dans la base de données sous-jacente. Dès qu'il y a une modification, dès que quelqu'un supprime quelque chose, ça va être enregistré dans ce livre, dans ce registre qu'est la blockchain, et vous, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité là-dessus. Et parce que vous avez cette visibilité, vous pouvez garantir l'intégrité de l'information, parce que vous voyez si jamais quelqu'un essaye de la modifier, de la supprimer. Donc en fait, vous devez imaginer ça vraiment comme, vous savez, les plugins, des choses qu'on rajoute au-dessus d'une base de données, qui va juste vous donner de la visibilité sur ce qui se passe dans cette base. Concrètement, pour vous, en tant qu'utilisateur, vous allez continuer à utiliser vos logiciels. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste que derrière, la base de données, elle va avoir cette composante de blockchain qui va permettre d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Donc vous, par exemple, je donnais cet exemple à un médecin, si vous enregistrez une IRM et qu'un jour vous vous demandez si quelqu'un n'a pas modifié cette IRM, vous allez entrer dans votre logiciel et il y a de fortes chances que si la blockchain est utilisée, vous allez juste avoir un message qui vous dit « on vous garantit que l'image est intègre, qu'on n'est pas venu modifier l'image ». Pour l'utilisateur, ça va correspondre à peu près à ça. Donc ce n'est pas un très grand bouleversement d'un point de vue de l'utilisateur. Après, c'est plus dans les process et dans cette transparence un peu forcée que les bouleversements vont arriver. Merci. Alors, c'est bien tout ça, mais en quoi, en vrai, c'est différent d'une série d'algorithmes bien pensés et d'un mode de gestion d'un projet bien géré, en fait. Donc, peut-être que Lynn, tu peux commencer un petit peu à en parler? Je vais essayer d'imager ou pas. Globalement, la blockchain fonctionne sur la base de plusieurs technologies qui créent cette infrastructure qui permet justement de générer la confiance. Déjà, il y a un partage de pair en pair sur le réseau. Il y a un algorithme qui permet de valider les données d'entrée dans le registre. Et puis, il y a aussi des systèmes de crypto qui sont très très avancés pour pouvoir générer cet échange sécurisé. Donc globalement, on a une clé d'entrée de chiffrement qui est publique, une clé de déchiffrement qui est privée et quelque part qui apporte ces données sécuritaires, ce versant plus sécuritaire. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un coffre-fort en fait. Okay. Donc, Anka, tu peux préciser d'autres choses un petit peu là-dessus, notamment sur ce qu'il faudrait un peu pour ça? Alors, par rapport à un algorithme, comme tu dis, une gestion de projet toute simple, la différence que va apporter la blockchain, c'est le fait que c'est décentralisé. C'est exactement ce que tu disais, c'est que si ma blockchain, si je reprends la base de données dans laquelle on stocke nos données de nos logiciels, cette base de données, elle a une blockchain.
Mais si cette base de données qui appartient à un hébergeur avec sa blockchain appartiennent tous à un hébergeur, ça ne va pas vous changer grand-chose, vous. Finalement, ça va rester centralisé, c'est l'hébergeur qui va avoir le contrôle sur ce qui est diffusé comme information. Là où la blockchain est différente, c'est que cette blockchain, elle ne va pas rester juste chez l'hébergeur. Vous allez être plusieurs membres, donc soit plusieurs hébergeurs, soit plusieurs sociétés qui travaillent ensemble, à avoir cette blockchain. Donc en fait, vous allez être plusieurs à avoir la visibilité sur cette base de données qui, elle, appartient à un hébergeur. Et en fait, c'est ça qui fait que la blockchain apporte cette confiance, c'est que vous êtes plusieurs à avoir de la visibilité. En théorie, quand on est plusieurs et qu'on a tous des intérêts divergents, on va tous se mettre d'accord sur la bonne chose à faire. On ne va jamais favoriser les magouilles qui arrangent une seule partie prenante. On va tous se mettre d'accord pour faire ce qui est correct. Donc en fait, c'est ça la force de la blockchain, c'est que ça apporte une sorte de confiance, parce que finalement, en étant distribué, donc cette blockchain, ce registre, on est plusieurs à le voir et à avoir accès. En fait, on va voir si quelqu'un essaie de faire quelque chose qui n'est pas correct, et du coup, ça empêche, ça crée la confiance dans les informations qui sont stockées. Donc, si je récapitule, pour ceux qui ne sont pas du tout dans le digital, nos données, elles sont hébergées dans une grosse boîte qui est chez quelqu'un. Hein? C'est ça. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hébergeur. Avec la blockchain, il y a tout un système qui est mis en place pour que ces données soient accessibles de façon instantanée à plein de gens en parallèle. Et ça crée une photographie, donc on ne peut pas le modifier. En tout cas, elle est tellement bien verrouillée qu'on ne peut pas aller changer la donnée. Je ne sais pas si vous imaginez de ne pas changer une donnée. Ça veut dire effectivement pour l'IRM que tu ne peux pas changer l'image. Bon. Donc effectivement. Et en plus, pour que ça marche, d'après ce que j'ai compris, il va falloir que on soit sûr que la copie est la bonne. Alors, moi, je veux être sûre que si c'est hébergé un peu partout et que j'ai un audit, comment je vais savoir que la copie que j'ai de l'audit, c'est la bonne si jamais quelqu'un l'a modifiée? Je suis claire dans ce que je demande? Oui. Si quelqu'un pirate une des copies, on a plein de copies partout, comment je vais savoir que c'est pas la copie piratée que j'ai devant le nez? En fait, ça va un peu se jouer à la majorité. C'est-à-dire que s'il y a une copie qui est piratée parce que vous piratez la blockchain sur un ordinateur et que vous changez les informations qui sont dedans, bah finalement, on va juste comparer aux autres et on verra qu'il y en a une qui est fausse. C'est pour ça qu'en fait, si on a un qui veut pas jouer qui veut pas respecter les règles du jeu, il va pas aller très loin en fait, parce que tous les autres vont tout de suite le remarquer, donc il n'a aucun intérêt à venir changer les informations sur sa copie. Donc c'est infalsifiable. C'est infalsifiable à moins que on prenne le contrôle, habituellement soit de plus de la moitié, soit en tout cas d'une très grande majorité des copies, auquel cas on pourra toutes les changer et puis on ne saura plus trop où est la vérité et finalement la mauvaise version peut se propager. Mais si vous êtes deux ordinateurs, vous êtes deux à héberger la blockchain, c'est assez simple, on va dire, d'aller modifier sur les deux ordinateurs. Si vous êtes 10, ça devient un peu plus compliqué d'aller modifier sur les 10. Si vous êtes 10 000 et que vous êtes dans différents pays, c'est pas vraiment possible. Aujourd'hui, on ne peut pas pirater la blockchain Bitcoin. C'est des milliers et des milliers et des milliers de blockchains qui sont hébergées un peu partout. Il n'y a pas suffisamment de pouvoir de calcul aujourd'hui dans le monde pour aller pirater la blockchain Bitcoin. D'accord, merci. Donc en fait, si je rebondis là-dessus, c'est quand même un peu une nouvelle sorte de techno, non? C'est une nouvelle façon d'utiliser des technos qui sont très vieilles. La cryptographie, ça fait très longtemps que ça existe. Les réseaux pair à pair, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour télécharger des trucs illégaux sur Internet. C'est des choses qui existent depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment, on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils différemment, et c'est le fait de les avoir mis ensemble. C'est un peu, on a mis plusieurs ingrédients ensemble, on a créé un nouveau gâteau. Et ben en fait, c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, mais c'est pas les outils qui sont utilisés à la base. Nini, tu as parlé à un moment, quand on révisait et qu'on préparait ce rendez-vous, de coopétition. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je pense que le développement de la blockchain va amener des changements vraiment structuraux dans la façon de réfléchir, de concevoir et de mener les projets.
Et globalement, comme l'arrivée des GAFAMs il y a quelques années a provoqué dans le monde de la santé un électrochoc en modifiant à la fois nos codes, nos pratiques, nos usages. Les GAFAM, c'est Google, Facebook, etc. Je pense que vous savez ça. L'arrivée de la blockchain va permettre à des acteurs justement qui ne se faisaient pas confiance de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir partager quelques données qui font que, combinées entre elles, ces données ont vraiment une valeur pour la communauté. Et quelque part, puisque les gens n'ont pas besoin de se faire confiance pour travailler ensemble, ça entraîne une collaboration entre compétiteurs, qui est donc la coopétition. Et je pense que la blockchain peut être un émulateur de cette coopétition. Anka, tu nous as parlé du fait à un moment, quand je t'ai dit bon, c'est une super techno, là tu m'as répondu non, en fait c'est un ensemble d'anciennes technos qu'on a bien installées les unes avec les autres. Tu m'as aussi parlé du fait que c'était aussi un super audit. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que l'audit, ça connaît beaucoup de gens ici, et donc je veux bien que tu m'expliques un peu. Oui, alors la première fois que j'ai présenté la blockchain à un groupe de personnes qui travaillent dans les études cliniques, quelqu'un dans la salle s'est levé et m'a dit mais en fait votre truc c'est une piste d'audit sous stéroïdes. Je me suis dit bah ouais, finalement c'est un peu ça, c'est très bien décrit. C'est une super piste d'audit finalement parce que ça vous permet au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles informations dans la base de données qui sont enregistrées d'avoir une sorte de marque sur cette piste d'audit. C'est comme ça crée une sorte d'historique. Et cet historique, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas le changer. Quoi qu'il advienne, il reste tel qu'il est. Vous pouvez enregistrer des V1, des V2, des V3 d'une information, mais vous n'allez jamais pouvoir aller en arrière. Donc forcément, ça crée une piste d'audit infalsifiable, une piste d'audit sous stéroïdes. Je ne sais pas s'il y a besoin de plus d'explications que ça. Donc en gros, si je résume, ça veut dire que c'est infalsifiable, qu'on a adapté tous les éléments de ce que c'était au départ, sur lesquels les gens se sont mis d'accord et ont signé. Et donc, contrairement à ce qui existe actuellement, on ne peut rien modifier, mais en plus, on a adapté tous les éléments qui ont été modifiés. Donc en théorie, on pourrait revoir tout l'historique de ce qui se passe. Tout à fait. Alors, en vrai, maintenant qu'on a dit tout ça, je vois quand même pas pourquoi c'est une révolution. Parce que finalement, c'est de la bidouille un peu, hein, quand on regarde ce que vous en dites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi, on parle de Bitcoin, des changements de valeur, en quoi finalement c'est vraiment une révolution? Parce qu'on dit que c'est aussi révolutionnaire qu'Internet. Et moi, là, pour l'instant, je vois de la bidouille, de techniques qui sont un peu anciennes, mais qu'on organise un peu. Alors c'est tout à fait vrai. Il y a deux façons de voir la blockchain. Il y a la façon, on va dire, un peu aujourd'hui, dans les process qu'on a, dans la façon qu'on a d'opérer, est-ce qu'on peut utiliser la blockchain pour améliorer des choses? Donc forcément, quand on y pense comme ça, il n'y a rien de révolutionnaire, on va juste améliorer ce qu'on connaît déjà. En fait, il faut imaginer des choses qu'on ne connaît pas, et c'est là que ça devient un peu révolutionnaire. Aujourd'hui, avec Internet, ce qu'Internet a permis, c'est d'échanger des informations, d'échanger de la donnée. On est tous d'accord là-dessus. J'ai une information, j'ai un fichier audio, je vous l'envoie, on échange des mails, on échange plein de données. Le problème, c'est qu'on ne peut pas échanger de valeur sur Internet. Ce que ça veut dire, c'est que moi, si je possède un fichier audio, par exemple, j'ai fait un peu de musique et j'ai un fichier audio et j'ai envie de vous l'envoyer, madame. Ce que je vais vous envoyer, ce n'est pas la propriété de ce fichier, c'est une copie de ce fichier. Et ça, on le sait tous très bien. Quand on a des photos, la plupart du temps, ce qu'on envoie, ce n'est pas la propriété de cette photo, on envoie juste une copie des photos. Et on fait ça tout le temps sur Internet. Donc en fait, Internet, c'est très mauvais pour envoyer de la valeur. Et c'est particulièrement mauvais si on veut envoyer de l'argent. Imaginez, je veux vous envoyer 20 €. Bah, il ne faudrait pas que je garde les 20 € et que je vous envoie une copie de 20 €. Ce serait quand même... Enfin, voilà. Donc en fait, parce qu'on ne peut pas envoyer de la valeur avec Internet, on a des parties, des tiers de confiance, comme les banques, qui vont s'assurer qu'à partir du moment où moi je dis que j'envoie 20 €, il y a bien 20 € qui sont enlevés de mon compte et qui sont crédités sur le compte de la personne à qui je les envoie. Donc on est obligé de passer par ces tiers de confiance aujourd'hui pour transférer de la valeur sur Internet. On n'a pas le choix. Avec la blockchain, justement, ce qu'ils proposent, encore une fois, c'est un choix. De se dire,
dans cette piste d'audit qui est partagée par tout le monde, je vais inscrire que je possède 20 euros. Et ensuite, je vais aussi inscrire que je transfère ces 20 euros à une autre personne. Et en fait, là, en l'ayant inscrite et que ce soit visible de tous, je m'engage du coup à transférer la propriété de cette valeur et non pas une copie. Parce que c'est ça qui va faire foi ensuite, c'est ça le livre de compte qui va tenir compte de qu'est-ce qui appartient à qui. Donc, dans la santé, si on transpose ça, qu'est-ce qu'on a de valeur dans la santé? On peut imaginer par exemple des produits de santé, on va dire qu'on va tracer des vaccins. On va dire que le vaccin part de l'usine et il va être transféré à un grossiste. Donc en fait, sur la blockchain, on va tracer le changement de propriété. Jusqu'à là, rien de révolutionnaire. Mais la valeur dans la santé, c'est aussi la data. Et si on disait, en tant que patient, voici ma data, et j'en suis propriétaire, et je décide de transférer la propriété de ma donnée à une autre personne. Ça, aujourd'hui, avec aucune techno, alors, on sort du cadre juridique, hein, on oublie un peu ce côté-là. Aujourd'hui, juste d'un point de vue technologique, aucune technologie ne vous permet de dire, sans passer par un tiers de confiance, que vous possédez quelque chose et que cette chose, vous pouvez la transférer. Vous pouvez transférer la propriété de cette chose. Dans certains pays où il n'y a pas de cadastre ou de choses comme ça, c'est des propriétés de maisons, c'est des propriétés de plein de choses qu'on enregistre sur la blockchain parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun tiers de confiance qui puisse tenir ces registres-là. Donc dans la santé, ça peut vraiment... Aujourd'hui, vous savez, on parle du fait que le patient va vouloir avoir du contrôle sur ses données, le patient va vouloir maîtriser ses données. En fait, la blockchain, c'est la seule technologie aujourd'hui qui concrètement rend possible cette idée de vouloir avoir le contrôle de ces données. Parce que ça permet d'attribuer à une identité, à une personne, la propriété sur quelque chose sans devoir demander l'accord ou sans devoir compter sur un tiers de confiance pour vous donner cette propriété. Donc en théorie, on pourrait faire l'ensemble du système économique, y compris dans la santé, par le biais d'une Medcoin ou d'une blockchain, qui ferait que si on la goupille bien, on n'aurait plus besoin de tiers de confiance. Les données, que ce soit des données pharma ou des données autres, seraient infalsifiables et donc ça se déroulerait sans intervention humaine. Alors il y a besoin d'une intervention humaine pour enregistrer déjà les données. Et c'est là que c'est compliqué, parce que finalement, dans la blockchain, la seule faille de la blockchain, c'est ce qui vient avant la blockchain. C'est ceux qui enregistrent les données. Si c'est mal enregistré, la blockchain, elle ne fait pas la différence. Donc en fait, oui, on pourrait se passer dans les échanges de données, dans les échanges de valeurs, mais pas avant. Donc on comprend maintenant pourquoi toutes les banques s'emparent de la blockchain. En Afrique, là, récemment, je ne sais plus dans quel pays, pardon, il y a une banque qui s'est fait pirater 30 millions. Si elle avait eu la blockchain, ça ne serait pas arrivé. Donc on comprend maintenant pourquoi les banques fonctionnent avec la blockchain. Juste peut-être par rapport aux banques, Ouais. un petit commentaire. En fait, c'est intéressant l'exemple des banques parce que si vous y réfléchissez bien, la banque, normalement, devrait disparaître avec la blockchain. Sauf que ce qui est intéressant, c'est deux choses. Quand on regarde les études qui sont menées, la première, c'est que la population n'a pas forcément envie que les banques disparaissent. Il y a toute une partie de la population qui n'est pas forcément à l'aise avec les banques en ligne, qui a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un derrière. Même en termes de responsabilité, si quelque chose se passe mal, à qui la faute. Et la deuxième chose, c'est que les banques ont compris qu'elles pouvaient se faire disrupter par la blockchain. Donc en fait, les banques utilisent aujourd'hui la blockchain pour se passer de leurs intermédiaires à eux. Donc en fait... Voilà, c'est utilisé à un autre niveau. Et justement, quand on parle de coopétition, on le voit là avec la blockchain, notamment les banques qui sont réunies en consortium. Il y a également l'automobile. Les grands équipementiers de l'automobile se sont mis ensemble pour pouvoir développer des outils comme le carnet d'entretien blockchainisé. Ils ne l'ont pas fait individuellement, ils ont travaillé ensemble. Et au niveau de la santé, c'est la même chose. Il y a un consortium qui s'est créé au niveau européen et qui regroupe à la fois des laboratoires, qui regroupe des patients, des associations de patients, des cliniques, des hôpitaux, enfin bref, un consortium public-privé
pour travailler justement sur les défis, pour travailler sur les bénéfices, pour travailler sur les opportunités de la blockchain en santé, parce que malgré tout, c'est encore très très nouveau dans la santé. Et il y a un nom, ce consortium? Alors, c'est un consortium européen sur la blockchain, mais c'est dans la santé et dans d'autres domaines, hein, parce que c'est sur 3 ans, ça se déroule sur 3 ans, et il y a eu à peu près 10 millions d'euros développés pour ça. Le nom du consortium, c'est Blockchain Enabled Healthcare et c'est financé par l'IMI. Il y a 2 applications qu'on aimerait mettre en avant aujourd'hui, ou alors vous pouvez en mettre en avant d'autres, hein. On a pensé justement à un projet européen qui était à détailler, et aussi vraiment à ce qui a été fait en Estonie. Alors je ne sais pas qui veut parler sur quoi, voilà, je vous laisse la parole. Sur les projets et les cas d'usage, il y a un magnifique cas d'usage qui est My Health, My Data, qui est un projet européen donc forcément qui est soutenu par l'Europe et par le projet Horizon 2020, qui est quand même Horizon 2020, donc c'est pour développer l'innovation et la recherche sur 7 ans. Donc il y a quand même 80 milliards qui ont été mis à disposition pour développer l'innovation et la recherche. Et en ce qui concerne la santé et le projet My Health, My Data, il y a à peu près 3,5 millions qui ont été développés pour ce projet qui a commencé en 2016 et dont l'objectif est de pouvoir concevoir et tester des modèles de confidentialité et des modèles de protection de la donnée dans la santé. Avec un élément important, une ambition, c'est de devenir la plateforme de données de santé. Quelque part, on a aujourd'hui le sigle Visa pour sécuriser les transactions bancaires. Et bien là, on aurait My Health, My Data pour justement sécuriser l'ensemble des partages d'informations qui sont faits sur la donnée de santé, donc les données biomédicales, entre aussi les organisations et puis les individus. Donc bien sûr, l'objectif de tout ça, c'était d'être RGPD compliant. Il y a toujours la problématique du droit à l'oubli. Et a priori, il y a une grande avancée qui est faite avec My Health, My Data dans ce sens-là, avec les consentements dynamiques. Tu peux préciser les consentements dynamiques? Eh bien, il y a possibilité de pouvoir rentrer dans un système de recherche et de pouvoir en repartir si on a envie. Donc le patient est maître de sa Ouais, donnée. le patient est maître de sa donnée. En cas, tu me parles un peu de l'Estonie? Oui. Alors le modèle estonien, tout ce que je vous ai dit par rapport au fait que le patient puisse avoir un contrôle sur sa donnée, qu'il puisse être propriétaire de sa donnée, il y a quelque chose d'assez similaire dans l'idée qui a été mise en place en Estonie. Pour comprendre ce qui se passe en Estonie, il faut faire un petit chouïa d'histoire. L'Estonie a regagné son indépendance en 91 avec la dissolution de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, en fait, ils devaient reconstruire toutes les infrastructures de l'État. Ils avaient très peu de ressources, et par contre, ils avaient accès à ce moment-là à pas mal de nouvelles technologies. Donc ils se sont dit, plutôt que de faire comme nos voisins qui ont des technologies vieilles et des choses comme ça, nous, on va prendre le top du top, tout ce qui se fait de plus nouveau, et on va bâtir avec ces nouvelles technologies. Et ils ont créé aujourd'hui un système d'État qui est à 99% numérique. Donc le vote, les impôts, la santé, je ne sais pas quoi d'autre, tout est fait en ligne. Il y a plusieurs choses en fait quand on regarde le système estonien qui expliquent pourquoi ça marche aussi bien aujourd'hui. Les mauvaises langues diront que c'est parce qu'ils sont 1 500 000 et que c'est vachement plus simple. Mais bon, ça, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Si on regarde plus précisément ce qui fait que ça marche aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que tous les citoyens en Estonie ont une identité unique, numérique. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, alors on va vers des identités uniques, mais on a presque autant d'identités différentes qu'on utilise de services différents en ligne. Donc c'est très difficile de consolider toutes ces informations et de savoir qu'est-ce qui appartient à une personne.
Donc ça, ils ont cette identité unique. C'est pareil dans les pays du Nord, que le Danemark, etc., la Norvège. Ils ont une identité unique. La deuxième chose, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la X-Road. La X-Road, c'est, comme son nom l'indique, une sorte d'autoroute de l'information. C'est une plateforme qui permet de connecter tous les différents systèmes de l'État. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des informations qui sont gérées par le service des impôts et que pour X ou Y raison, il y a besoin de ces informations dans un hôpital, en fait, grâce à cette plateforme qui connecte tout le monde, vous allez pouvoir aller rechercher les informations à droite à gauche. Donc, il n'y a pas de duplication forcément de l'information. Vous avez une sorte de corridor qui vous permet d'aller et attraper les informations là où elles se trouvent. Et c'est ça la vraie puissance du système estonien, c'est qu'ils ont cette sorte de compatibilité entre tous les systèmes qui est permise grâce à cette X-Road. La troisième chose, c'est une blockchain. La blockchain, en fait, elle va avoir un rôle de registre, notamment sur la propriété et sur les choses comme ça, ce que je vous ai déjà expliqué. Dans la santé, ça va avoir le rôle d'enregistrer les droits d'accès aux données de santé. C'est-à-dire que chaque patient, chaque citoyen, donne des droits d'accès à son dossier médical. Ils ont un dossier médical unique, un peu comme l'espace numérique de santé qu'on va avoir en France. Et pour l'accès à ces données, ils vont dire, voilà, moi je donne accès à mon médecin généraliste, à mon cardiologue, à mon gynécologue, etc. Et ces informations-là, pour être sûr que personne ne va venir les modifier, personne ne va venir bidouiller avec, on les met sur une blockchain. Alors, petit bémol, c'est que ces blockchains sont certes hébergées dans différentes bases de données, mais toutes appartiennent à l'État. C'est moyennement blockchain. Mais bon, ça a le mérite en fait d'être déjà plus sécurisé que pas du tout. C'est un débat. Enfin, je n'ai pas de pour ou de contre, c'est un débat, c'est une façon d'utiliser la technologie. En tout cas, ça marche très bien. Chaque patient peut dire avec qui il souhaite partager ses données. Et si les personnes ne sont pas inscrites dans ce registre, elles ne pourront pas accéder aux informations de santé. Et la dernière chose qu'ils ont mis en place, qui est quelque chose qu'on met en place dans différents pays aussi, c'est des standards. Et c'est pas anodin le fait que je parle de standards, c'est que c'est ça qui permet aussi à l'information de circuler librement. C'est parce qu'il y a certains standards d'interopérabilité, de choses comme ça, qui manquent encore dans beaucoup de systèmes de santé. Donc voilà un peu les 4 éléments qui expliquent le système estonien. Juste pour préciser des standards, c'est-à-dire que pour une plateforme A, il faut qu'elle ait un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir interagir avec l'autre plateforme B. Donc c'est des standards d'interopérabilité, pour ceux qui connaissent pas. Oui, je voudrais juste rajouter, même par rapport à ça, donc ils ont réussi à créer, grâce à tout ce système, une vraie médecine de parcours qu'on essaye de créer en France, dont on parle depuis longtemps. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait d'avoir une médecine de parcours, mais aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'optimiser ce parcours de soins. Et là, aujourd'hui, ils ont vraiment focalisé sur le premier recours. Et le médecin généraliste est la personne obligée par laquelle on passe pour pouvoir valider que son parcours de soins soit bien le parcours qui doit être optimum, sinon on n'est pas remboursé de ses soins. Donc je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas du tout la blockchain, ça fait pas mal d'informations. On va juste conclure parce que vous vous rendez compte que finalement, si techniquement, c'est pas vraiment une révolution dans la façon de le faire et de l'application, c'en est une. Hein. Donc il n'y a plus d'intervention de l'homme, c'est hyper sécurisé, c'est hébergé ailleurs. On pourrait parler de l'empreinte écologique de l'ensemble des hébergeurs à droite à gauche qui vont avoir une empreinte carbone assez forte, vous allez me le dire. Donc c'est pas que tout blanc. Qu'il y a de la coopétition, qu'il faut se mettre autour de la table pour la créer, mais une fois qu'elle est créée, on peut faire tout un système de contrats sans intervention humaine. Donc effectivement, ça révolutionne quand même la façon dont on travaille et la façon dont on échange. Je vous laisse peut-être compléter, je vais y arriver, tout ça. En fait, je voulais juste réinsister sur les mots. La blockchain, pardon Alice, elle ne permet pas de sécuriser les informations. Oui, elle ne permet pas de sécurité, elle ne permet pas de confidentialité, elle ne permet pas de véracité de l'information, elle ne permet rien de tout ça. Elle permet une seule chose, c'est l'intégrité de l'information, et ça s'arrête là. Si vous voulez faire de la confidentialité, de la sécurité, il y a d'autres outils ailleurs. La blockchain, c'est l'intégrité, c'est tout.
Moi, c'était pas très sexy comme dernier message. Lynn, tu veux compléter? Oui, moi je vais repartir à la base parce que donc l'internet est la base de tout. Hein. Sans internet, bah, aujourd'hui il n'y a pas de blockchain. L'internet a réussi en 30 ans à faire que plus de 5 milliards d'individus communiquent simplement. Et quelque part de l'internet de l'information à l'internet de la valeur, bah, il n'y a qu'un pas. Et je pense que la blockchain va amener cette nouvelle dimension qui est la dimension de la valeur. Par contre, il y a des défis aussi, notamment dans la santé, le défi de la mise à l'échelle, hein, parce que c'est une technologie qui n'est pas encore mature, pour lequel on n'a pas forcément une idée sur la rentabilité immédiate, parce que notamment dans les labos, on est dans la rentabilité immédiate. Et puis, il y a tout le process juridico-réglementaire qui est encore là aussi fragile. Il y a ça, il y a des bénéfices perçus également pour les utilisateurs comme les patients et puis les professionnels de santé, et la valeur ajoutée que l'on peut apporter sur le versant économique et social. Et je terminerai par un élément, c'est que la technologie doit s'effacer devant l'expérience utilisateur, parce que c'est vraiment de cette manière-là qu'on va pouvoir utiliser la blockchain et véritablement déployer son vrai potentiel. Je vous remercie beaucoup, mesdames.